Salam alaikum Azul, bonsoir. Samedi 9 décembre, Rétro Info comme chaque fin de semaine. Et pour aujourd'hui, nous allons parler de la fameuse reconnaissance, fameuse c'est un peu trop dire, reconnaissance de M. Trump, je ne sais pas dire Trump, M. Trump, de Jérusalem comme capitale d'Israël. Puis, comme deuxième sujet, nous parlerons de la visite de M. Macron, président de la République française, en Algérie. Et donc, pour en parler, j'ai ici avec moi Samir Bellatesh, militant des droits de l'homme. Merci Samir d'être avec nous. Saïd Aknin, militant pour la démocratie. Merci Saïd d'être avec nous. Badis Khnissa, représentant de Talaya al-Hurriyat. Merci d'être avec nous. Merci. Nous allons commencer par voir quelques images. More than 2 decades of waivers, we are no closer to a lasting peace agreement between Israel and the Palestinians. It would be folly to assume that repeating the exact same formula would now produce a different or better result. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. This is nothing more or less than a recognition of reality. It is also the right thing to do. It's something that has to be done. That is why, consistent with the Jerusalem Embassy Act, I am also directing the State Department to begin preparation to move the American Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. This will immediately begin the process of hiring architects, engineers, and planners so that a new embassy, when completed, will be a magnificent. Voilà, M. Trump vient de reconnaître, de décider que Jérusalem sera la capitale d'Israël et le chef de l'État ou le Premier ministre israélien plutôt, M. Benjamin Netanyahu, a déclaré que ce jour était un jour historique. À vous, messieurs. Je peux commencer avec votre permission. Bien sûr. Moi, je dirais que, en fait, la colonisation de la Palestine continue. Ça a commencé il y a très longtemps de ça, il y a 70 ans, un truc comme ça, depuis 1947-48. Ça continue. Et je pense que les États-Unis, en fait, c'est eux qui occupent la Palestine. Israël n'est que, comme disent certains, n'est qu'un poste avancé de l'armée américaine dans la région. Ce qui vient de se produire est une continuité dans ce sens. Il n'y a rien d'anormal. Je pense que les Palestiniens, ils en ont vu des vertes et des pas mûres avec la puissance américaine. Ça ne fait que continuer. Voilà. Les Américains, l'armée américaine, occupe la région, elle occupe la Palestine. Ce genre, c'est vrai que c'est un geste très symbolique qui a un sens, c'est-à-dire il pousse encore plus loin le bouchon, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'Amérique, l'armée américaine occupe la Palestine et ça continue. Voilà, rien de nouveau sous le soleil. Mais Samir, moi ce qui m'a étonné un peu, c'est que personnellement je me serais attendu à une levée de bouclier mondial, planétaire, ne serait-ce que des pays arabes et musulmans dans le monde entier. Or, ça n'a pas fait plus de vagues que ça. Je pense que le sort des Palestiniens, à mon avis, il touche beaucoup de peuples à l'est, à l'ouest, dans les pays du sud, dans les pays du Maghreb, arabes et tout. Les populations sont très sensibles à ça. Par contre, les dirigeants du monde, quels qu'ils soient, de l'est ou de l'ouest, ont systématiquement abandonné les Palestiniens à leur sort, en fait. Et il n'y aura pas de levée de bouclier et tout ça, parce que ça a toujours été le cas, en fait. Tout le monde se soumet à la force américaine. Il n'y a rien de nouveau. Les Palestiniens, quand on les connaît de près, ou là, quand on suit ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, ou là, les déclarations que font leurs élites et tout ça, ils en ont subi mais des choses incroyables de la part des États-Unis, de l'armée israélienne et tout.
personne n'a jamais rien fait, n'a fait quoi que ce soit. Il n'y a que les peuples qui sortent dans la rue. Généralement, les États locaux sont chargés de les cadrer pour que ça ne Ou de leur déborde. interdire de manifester, comme en Algérie, par exemple. Comme c'est le cas en Algérie, on leur interdit de manifester. C'est tout. Les Palestiniens, ils n'ont que le bon Dieu pour les aider et leurs petites armes qui permettent à essayer de se maintenir en vie parce qu'on essaie de les effacer, de les exterminer, en fait. Voilà. La question de la Palestine est une question politique associée à une tragédie humaine. La question qui se pose, pourquoi Trump a pris cette décision et maintenant? D'abord, c'est une décision qui a été entérinée par le Congrès américain en 1996, mais aucun des présidents n'a osé aller au summum, c'est-à-dire la consécration par le père et l'enfant fétiche du territoire, du sionisme et de l'israélisme. Les facteurs qui ont poussé Trump, il y a des facteurs internes. Le premier des facteurs, c'est les scandales aujourd'hui auxquels il fait face. Et on sait que dans la mentalité de tous les présidents américains, ce qui leur importe, c'est d'abord l'Amérique, l'électorat américain. Et dans cet électorat américain, on sait que pour pouvoir avoir un autre mandat, assurer une certaine forme de stabilité dans les institutions, il faut le caresser dans le sens du poil. Il se trouve que cet électorat est composé d'oligarques, que ce soit le Sénat, parce que pour pouvoir passer au Sénat, il faut au minimum avoir une richesse de 3 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est une décision parce que le peuple américain, je ne pense pas qu'il soit aussi solidaire que cela, avec une décision aussi arbitraire qui consacre le summum de la colonisation et de l'apartheid. Est-ce qu'il n'est pas plutôt indifférent? Il est vrai, comme dit Chomsky, Noam Chomsky dit que la question de la Palestine est d'abord une colonisation sémantique. Sémantique dans le sens où on a transformé le colonisateur en colonisé et le colonisé en colonisateur. On a transformé la victime en bourreau et le bourreau en victime à travers des moyens de propagande planétaires. Rares sont aujourd'hui ceux qui y ont cette conscience humaine d'un peuple colonisé et d'un peuple colonisateur. Le deuxième élément, c'est-à-dire les facteurs internes, c'est l'oligarchie et les scandales auxquels il fait face et surtout l'intrusion de la Russie dans la campagne électorale par rapport à Trump et qui est en train de prendre des grandes proportions aux États-Unis. Trump aurait fait de la diversion avec cette histoire de Jérusalem? Fort probable, fort probable. Le deuxième élément, c'est des facteurs régionaux. Les facteurs régionaux, la grille de lecture et les paradigmes, c'est-à-dire il y a une rupture après septembre 2001 et le tout sécuritaire mondial. Là, le processus, la fin du processus, c'est l'installation de Daesh et la daeshisation sécuritaire mondiale. À ce niveau, on met le qualificatif de terrorisme islamiste à toute validité de résistance ou d'indépendance ou de validité, de se débarrasser d'un colonialisme ou même d'aspirer à une démocratie. Ça, c'est très important. Daeshisation, c'est-à-dire la déstabilisation du bassin régional. Le deuxième élément, c'est les régimes, sur le plan régional, c'est les régimes qui sont acquis. On a vu le dernier des revirements, c'est le régime de l'Arabie saoudite, parce que là aussi, il y a le peuple de l'Arabie saoudite, il y a le régime. On vient de voir l'intronisation de Souleyman à la tête de la monarchie. Et là, c'est ça qui a poussé aussi cette déclaration maintenant. Le troisième élément, c'est un facteur international. Aujourd'hui, les États-Unis agissent comme un empire. Et un empire dans le sens où le budget américain de l'armée est de 600 milliards de dollars l'année, contrairement au budget de la Chine qui est de 200 milliards, le budget de la France qui est de 70 milliards et le budget de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire les 5 membres permanents de
du Conseil de sécurité de l'ONU n'égale pas le budget des États-Unis en matière d'armement. En plus de ça, les États-Unis, ils ont 14 porte-avions. La Chine n'en a que 2, la France n'en a qu'un et la Russie n'en a qu'un seul. Ça, c'est la politique de l'hégémonie et de l'empire. Le troisième élément, c'est le nivellement des idéologies, l'absence du vis-à-vis et l'unipolarisation du monde. Aujourd'hui, qui peut faire face à un empire, si ce n'est ces contradictions internes? Ceux qui parlent de Troisième Guerre mondiale, ils ont tout faux alors, puisqu'il n'y a pas de belligérants de même importance d'un côté et de l'autre. Il est fort probable. De la même manière qu'il n'y a pas de choc de civilisation, puisque il y a cette validité. En face, il y a les musulmans qui ne représentent rien du tout et qu'on crédite de... Moi, la question de la Palestine, ne tombons pas non plus dans le piège de sa création. C'est un piège de la mytho-histoire et de la mytho-idéologie. La mytho-histoire, c'est le peuple juif. La mytho-idéologie, c'est la terre promise. En face de cela, on lui a présenté autre chose. Et c'est aussi une mythologie, de la mytho-histoire et de la mytho... La question de la Palestine, c'est une question humaine. Elle n'est ni de l'ordre ethnique, ni de l'ordre religieux. C'est une question transnationale. Et je ne dis pas universelle, je dis transnationale, parce que dans transnational, il y a cette histoire de transcendance, c'est-à-dire, comme dit Harkoun, il était temps d'avoir la culture de la religion d'en face. C'est-à-dire, je peux être musulman et apprécier un chrétien. Je peux être chrétien et apprécier un judaïste, et ainsi de suite. À ce niveau-là, justement, c'est le cœur de la problématique. La problématique, si on le sort, la question de la Palestine, elle n'est ni ethnique ni religieuse. C'est une question de colonisation, de coloniser et de colonisateur. Et aujourd'hui, on est à la veille de la célébration de la Charte universelle des droits de l'homme. Je pense que cette déclaration de Trump doit pousser les peuples, pas les États, pas les régimes, parce qu'on sait bien où sont aujourd'hui les raisons sécuritaires d'État, les peuples de s'unir dans ce chemin de transcendance. Et l'élément fondamental dans cette histoire qui s'était passé, me semble-t-il, en 1996, qui est les accords d'Oslo. C'est une remise en question des accords d'Oslo. Et là, comme par hasard, ceux qui ont signé les accords d'Oslo, Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, les deux furent assassinés. Les deux furent assassinés. Qui les a assassinés, si ce n'est le sionisme et l'israélisme, pour qu'on arrive aujourd'hui au stade final, nodal, de cette déclaration qui est, comme l'appelle Mohamed Harkoun, c'est les conflits historiquement, les tragédies historiquement programmées. Badis Khnessa ? Écoutez, d'abord, permettez-moi d'exprimer tout mon soutien inconditionnel en mon nom et au nom de Et vous êtes venu avec une écharpe... Absolument. Adraf Laïman, c'est le minimum qu'on puisse faire dans l'état actuel des choses, bien évidemment. Et ça, c'est un autre sujet. Donc j'exprime tout mon soutien inconditionnel au peuple palestinien qui subit quand même une épreuve sans précédent aujourd'hui plus que jamais. Bien évidemment, j'ai découvert cette déclaration comme tout citoyen, d'abord musulman et citoyen du monde, un grand regret, un sentiment d'injustice vis-à-vis de cette déclaration unilatérale, irresponsable de l'administration Trump à travers la personne de Donald Trump. Et à juste titre, je tiens à rappeler que notre parti, Tal al-Harrieta, s'est exprimé également officiellement via un communiqué pour aussi appuyer cette injustice et d'essayer de, je dirais, bouger les lignes à travers un regain de la communauté musulmane à travers le monde. Mais permettez-moi juste de revenir maintenant sur effectivement la déclaration en elle-même. Vous avez évoqué certains facteurs, effectivement, vous faites bien de le rappeler. Cette loi a été effectivement votée 95-96, me semble-t-il, avec une clause dérogatoire qui est de 6 mois, de report de 6 mois. Or, tous les présidents qui se sont succédés aux États-Unis ont fait valoir cette clause pour des raisons, ce qu'ils appelaient des intérêts sécuritaires du droit, nationaux.
Donc, sauf bien évidemment l'exception Donald Trump, et je pense que ça n'étonne personne. Et là, je vous rejoins totalement sur votre analyse. Donald Trump, c'était une préfiguration finalement, sa campagne électorale. Rappelons-le, c'est quelqu'un qui, cette déclaration vient en aboutissement de sa promesse électorale vis-à-vis effectivement de certains facteurs, mais j'ajouterai un autre facteur, et non des moindres. Celui fait lors de la campagne électorale par rapport à la droite chrétienne évangéliste. Attention, un grand lobby pour lequel, si vous ne l'avez pas... 4 millions d'électeurs. Absolument, et qui ont un lobby quand même, qui a une influence et qui se font appeler eux-mêmes les sionistes chrétiens. Exactement, c'est là où je veux en venir. C'est là où réside effectivement cette déclaration et la finalité de cette déclaration, parce qu'effectivement, il est malmené sur la politique nationale à travers, que ce soit, oui, l'affaire des Russes, il est aussi malmené sur d'autres affaires. Qui plus est, l'instruction de son affaire a pris une tournure sans précédent à travers son ami le plus proche qui est prêt à faire un deal avec le procureur pour pouvoir justement essayer de minimiser les dégâts. Et son gendre qui est impliqué aussi. Donc, vous voyez, l'affaire, elle est profonde. Donc, effectivement, je vous rejoins tout à l'heure quand vous avez parlé de diversion. Mais au-delà de la diversion aussi, moi, je pense qu'il est venu à un point nommé, bien évidemment, pour concrétiser. Parce que, attention, M. Trump, je pense que c'est quelqu'un d'atypique. Tout le monde le sait autour de sa table, et le monde entier, à travers ses décisions, à travers son muslim bashing, en fait, à un moment donné, quand il a fermé ses frontières par rapport à 5 pays musulmans de mémoire. Donc, il est dans cette continuité, il est fidèle, au fait, à lui-même, il est dans son rôle. Et qui plus est aujourd'hui, plus que jamais, parce que pour renforcer cette posture de nationaliste patriotique à l'extrême, n'oublions pas qu'il quand même, il y a certaines proximités avec le Ku Klux Klan, qui se considère... on va dire American First, donc il est vraiment dans une posture d'extrémiste. Donc, venir aujourd'hui avec cette déclaration, à un point nommé, le timing est bien choisi. Parce que finalement, la déclaration en elle-même, elle est symbolique avant toute chose. Vous l'avez dit tout à l'heure, je vous rejoins totalement. Elle prendra effet que dans 2 ans au moins. Effectivement. D'une manière factuelle. Maintenant, symbolique, mais en même temps, elle est aussi lourde de sens. Parce que vous avez... pas n'importe quelle ambassade, vous avez l'ambassade des États-Unis. Or, les États-Unis aujourd'hui est le prétendu garant de cette négociation, ce processus de paix. Il est le prétendu médiateur entre les deux pays. Donc, quand vous êtes jugé parti, vous perdez toute crédibilité sur ce processus de paix. Ce processus de paix, finalement, aujourd'hui, mort-né, me semble-t-il, a été enterré définitivement. Donc, et aussi, il y a une sémantique un peu plus sibylline. Vous avez, par cette déclaration de déménager l'ambassade, rappelons à nos téléspectateurs que, pour juste la chronologie de l'histoire, en 1947, le droit international a fait de Jérusalem un corpus, un corpus separatum. Donc, au fait, il a décrété que Jérusalem était une identité séparée où la partie Est est régie par la communauté internationale. Or, 67, guerre des 6 jours, Israël a autoproclamé, unilatéralement encore une fois, Jérusalem-Est, annexée à Jérusalem et capitale indivisible. Or, à ce moment-là, toutes les diplomaties à travers leurs ambassades étaient face à un dilemme, c'est-à-dire rester sur Jérusalem voudrait dire implicitement et de facto reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Donc, ils étaient contraints de déménager vers Tel Aviv. Or, aujourd'hui, le fait que faire déménager cette ambassade à Jérusalem voudrait dire implicitement revenir à cette reconnaissance de Jérusalem comme capitale Regardez d'Israël. la photo qui s'affiche sur l'écran. Parmi les réactions du peuple algérien, sorry, Palestine, kulluna muhtallun. Nous sommes tous occupés. J'aimerais vous poser une question à tous trois. À un moment, bizarrement, et pour la première fois quasiment, où presque tous les chefs d'État du monde, y compris occidentaux, se sont dressés contre cette décision unilatérale de M. Trump. Dans le même temps, les peuples, pour une fois aussi, parce que d'habitude ils sont plus réactifs, et alors que la décision est énormissime, on n'a pas vu de grandes manifestations, on n'a pas vu de grandes réactions populaires. Comment vous pouvez vous l'expliquer? Moi, je
Pour répondre à cette question, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Saïd, c'est que les événements de septembre 2001 sont passés par là, Daesh est passé par là, le tout sécuritaire internationalisé est passé par là, parce que nous on le connaît en tant qu'Algériens, c'était dans la phase d'avant. Et moi j'ai vu hier ou avant-hier ici en France, pour la première fois, tous les sondages disent que pour le français moyen, le sujet du terrorisme et de l'insécurité passe devant le chômage et le niveau de vie dans le classement des priorités de la population française. Du coup, effectivement, il s'est tellement passé de choses depuis une vingtaine d'années ou là, une quinzaine d'années sur le terrorisme. On a fait vraiment peur aux gens et tout. Tu sais, quand tu fais peur à des populations, les gens, ils bougent plus. Ils ont d'autres priorités. Je pense que c'est passé par là. Je pense que l'extrême droite israélienne, elle profite de la situation, mais d'une manière extraordinaire. Plus il y a d'attentats, plus il y a de l'insécurité, y compris à l'ouest. Hein. Les militaires israéliens ont passé des décennies à dire que vous, à l'ouest, vous serez touchés. Il n'y a pas que nous qui sommes concernés par la violence des musulmans, etc. Là, ils sont en train d'en profiter à fond, en fait, de la situation. Et voilà, c'est la cause palestinienne qui prend un coup. Encore une fois, ce n'est pas nouveau, en fait. Et à mon avis, ça ne changera rien à la détermination du peuple palestinien. On les suit depuis une cinquantaine d'années, 70 ans. Ça ne change absolument rien à leur détermination. C'est un peuple qu'on essaie d'exterminer. On occupe ces terres, on les exproprie, hein, on leur prend leur maison, leur jardin. Ça ne choque plus personne. C'est rentré dans la banalité. Les Palestiniens, ils sont habitués à ça, en fait. C'est-à-dire, voilà, ça ne change pas. À chaque fois qu'ils pourront faire mal à l'ennemi qui les occupe, ils mordront, hein, ils feront des attentats, ils feront des choses parce que c'est ce qu'on est en train de dire. La résistance plutôt, je dirais. Y compris sous forme d'attentats, je pense que les Israéliens communiquent beaucoup sur ça. Je suis un peu d'avis que... Je vais vous donner un exemple. Cette histoire de missiles du Hamas. En fait, ce ne sont pas des missiles, ce sont des roquettes. Tout le monde le sait. Faites maison, on a rallongé un peu le propulseur, on a mis des trépieds. On a parlé de projectiles par la suite. On a parlé de projectiles par la suite. Oui, donc on n'est plus dans une dimension de missiles ou autre. Oui, mais généralement, on dit sur 100 attaque de missiles contre sur 100 roquettes lancées, on en a 2 ou 3 qui tombent dans le territoire et ça tombe dans des régions qui ne sont pas habitées, etc. Non, pour moi, l'armée israélienne et ça le gouvernement procède israélien... plus à faire la propagande anti-palestinienne que de la résistance, quoi. À chaque fois... Ça n'apporte rien. Ben oui, ils vont aller régler leur compte avec les chefs de la résistance palestinienne. Ils y vont avec leurs gros chars et leurs avions, leurs bombardiers et leurs bombes au phosphore qui sont interdites. Ils font des dégâts collatéraux. Voilà, ils ont fait ça en Palestine. Voilà, ils ont fait ça dans les territoires occupés. Ils ont fait ça dans le sud du Liban. Et voilà, c'est l'occupation comme on l'a connue, nous les Algériens, du temps de la colonisation française, continue actuellement sous nos yeux, chez les Palestiniens, voilà. Mais les Palestiniens, ils sont vraiment bien seuls. Les Algériens, avant, ils avaient beaucoup de gens avec eux, beaucoup de peuples, beaucoup d'aide, beaucoup de vraie solidarité. Les pays frontaliers qui nous ont aidés. Quand les chasseurs israéliens bombardent une région comme Gaza, c'est une horreur, mais grave. Géographiquement, c'est tout petit et ils lancent énormément de tonnes de bombes. On sait ce que ça donne. Et je me permets de t'interrompre, Samir. Nous avons avec nous au téléphone Nicolas Chachahani d'Europe Palestine qui se trouve en ce moment au milieu de la manifestation en solidarité avec la Palestine à Paris. Nicolas Chachahani, merci d'être avec nous. Ben, je vous en prie. Alors, dites-nous comment ça se passe? Écoutez, là, la manifestation tire à sa fin avec la tombée du jour. Pendant plusieurs heures, probablement plus de 2000 personnes se sont rassemblées sur la place de la République. Les thèmes marquants étaient bien entendu ceux de l'actualité. Le coup de force américano-israélien sur le dossier de Jérusalem. Et puis, autre temps fort, la dénonciation de l'arrivée à Paris demain
de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, à l'invitation d'Emmanuel Macron. Alors, un tribunal populaire de la Palestine s'est tenu en place de la République avec de nombreux témoins de l'accusation, aussi bien d'origine palestinienne, notamment des camarades palestiniens interdits de rentrer sur la terre où ils sont eux-mêmes nés, et au terme de cette dizaine de témoignages devant une foule attentive et en même temps très émue de ce qui arrive au peuple palestinien, on a entendu le réquisitoire et puis on a entendu, puisqu'il s'agit d'un procès tenu dans des conditions équitables, et donc l'accusé a eu droit à la parole, très franchement, pour dire les insanités et les arrogances habituelles que nous connaissons de M. Netanyahou et des dirigeants criminels israéliens d'une manière générale. Et puis la sentence est tombée devant des preuves confondantes, et donc Netanyahou a été condamné pour crime contre l'humanité, crime de guerre et génocide à l'encontre du peuple palestinien. La manifestation s'est poursuivie pendant quelques minutes ensuite, avec l'annonce de nouveaux rendez-vous, notamment le 16 décembre à la Fontaine des Innocents à Châtelet, où nous apporterons à distance, mais avec des communications, notre salut aux habitants de Gaza, sous l'intitulé « Réveillons-nous pour Gaza », avec ce jeu de mots relatif au fait de Noël. Nicolas Chachani, merci. On arrive au bout de merci Nicolas. Merci, désolé de vous interrompre. Je vous en prie. Merci beaucoup. Nous allons écouter une déclaration de Louisa Hennoun. جديد انتهى ترامب في حق الشعب الفلسطيني في الواقع قدم خدمة للشعب الفلسطيني، لأنه أكثر من أي وقت مضى وبطريقة يعني غير مسبوقة توحدت كل الفصائل الفلسطينية. الشعب الفلسطيني لم يستسلم نهائيا رغم العراقيل، رغم الهجمات، رغم الانتكاسات، رغم الخيانات العربية، لم يستسلم. اليوم راح تتجدد القوى الثورية الفلسطينية. لماذا فضحها؟ هي مفضوحة منذ زمان طويل، مفضوحة، هي اللي تتاجر بالقضية الفلسطينية. ليست فقط الخليج، أنظمة أخرى تدعي أنها تدعم القضية الفلسطينية ولكنها تساوم بها، تقايد بها. الآن سقط القناع نهائيا عن كل الأنظمة اللي هي في الواقع أذناب نتاع القوى العظمى في المنطقة. Vous vouliez un dernier mot avant qu'on passe au sujet suivant. Pour rebondir sur votre question, essayer, autant que faire se peut, essayer d'y répondre. Hein, c'est la fameuse question centrale, je pense, aujourd'hui. Cette absence de réaction, que ce soit aujourd'hui les pays arabes et même, quoique le monde occidental a plus ou moins répondu à sa manière. Mais, voilà, moins que plus. Moins que plus, exactement. Mais moi, je dirais aujourd'hui, il faut peut-être penser à réagir que non pas les peuples algériens ou même les peuples arabo-musulmans dans sa globalité dans le monde musulman. Il faut faire le distinguo avec les chefs d'État arabes ou les musulmans qui ont fait que justement aujourd'hui certains pays comme les États-Unis se permettent de faire ce type de déclaration. Mais là où je veux en venir, c'est que peut-être la solution ou le point de départ, à toute modestie gardée, c'est de réapprendre, que le monde musulman réapprenne à s'unifier pour se réunir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte... Pourquoi parle-t-on seulement du monde musulman alors qu'il s'agit d'un peuple opprimé, colonisé? Pourquoi ne pas dire que l'humanité, que les hommes, que tous les peuples se mobilisent? Non, mais vous faites bien de le dire, vous faites bien de le souligner. Pourquoi en faire une affaire musulmane? C'est pour ça que j'ai parlé à un point de départ. Parce que les causes, et notamment dogmatiques comme celle-ci, qui est dans nos ADN, hein, dès la naissance, elle a bercé notre enfance. Donc, vous savez très bien que pour faire bouger les lignes, il faut créer un rapport de force. Ce rapport de force doit émaner, cette solution doit émaner d'abord des premiers principaux protagonistes.
Ensuite, effectivement, viendra ce chapitre diplomatique. Effectivement, il y a des parmi résolutions. les Palestiniens, il y a des Palestiniens chrétiens. Mais c'est là où je veux en venir. Là viendra ce côté humaniste, c'est-à-dire cette résolution. Parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien, vous et moi, que la sémantique de Trump, c'est beaucoup plus pour punir les musulmans que les chrétiens. Oui. Parce qu'il y aura des accords, finalement, pour cette gestion de Jérusalem et des lieux sacrés. Mais là où je veux en venir, c'est que la solution doit émaner effectivement des protagonistes en allant vers une action commune. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de s'unifier pour se réunir, c'est-à-dire créer un rapport de force avec non plus faire des réunions pour faire des réunions de la Ligue arabe. Même si on doit... Vous voyez, franchement, vous voyez, vous, des musulmans ou des Arabes s'unir autour de quoi que ce soit? Pardon? Moi, si j'étais palestinien, je leur dirais, restez chez vous, ni d'Arabes, ni de musulmans. Vous avez vu un jour des musulmans s'unir autour de quelque chose? Mais ce que font les dirigeants, ça n'a rien à voir avec les peuples. Oui. On connaît Même un peu, on connaît un peu l'histoire de la petite région où se trouve la Palestine. Oui. On sait quels sont les rôles des rois de Jordanie, quels sont les rôles de ceux qui dirigent l'Arabie Saoudite. On sait le rôle de ceux qui ont été mis à la tête du Liban, etc., etc. Ces gens-là, comme disent les Palestiniens, ont trahi la cause des Palestiniens et la cause de Jérusalem. Ces gens ont trahi, tout simplement. Je pense qu'on ne peut pas attendre quelque chose de bien. Hein, Nous sommes dans une époque où les actes destructeurs sont banalisés par un système. Et il y a une seule solution. La solution, elle est dans la transcendance humaine. C'est-à-dire, aujourd'hui, réduire la question palestinienne à une question d'ethnie ou de religion, c'est de faire tout autant comme le sionisme qui a fait de la mytho-idéologie et de la mytho-histoire pour pouvoir justement arriver à ses fins. Mais dans cette situation, comme dit Solzhenitsyn, plus je sombre dans un monde d'une inconscience humaine, plus je prête l'oreille à ceux même dans un tel monde font appel à la conscience. Et nous allons passer au sujet suivant. Quelques images. Regardez l'avenir. Monsieur, je n'ai pas voulu même comparer. Mais je sais. Mais c'est pour ça que moi, je dis on doit reconnaître. Mais il ne faut pas constamment que votre génération, la jeunesse algérienne, elle ne peut pas toujours regarder son passé. Elle doit aussi rouvrir une page d'avenir. Elle doit aussi, et je vous le dis, j'ai quoi, 15 ans de plus que vous. S'est entretenu ce mercredi à Alger avec son homologue français, Emmanuel Macron, en visite d'amitié et de travail en Algérie. L'entretien a eu lieu en présence du président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, du Premier ministre Ahmed Yahya, du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Ben Sahel et du ministre des Finances Abderrahman Rawiya. La visite de Macron qui... Alors, j'aimerais que nous parlions donc de ce sujet d'une manière assez enlevée, hein, très rapide, très brièvement, qu'on échange un peu les uns avec les autres. Alors, nous allons voir d'abord le Twitter de M. Macron, ce qu'il a écrit sur son propre espace Twitter. L'Algérie est un grand partenaire dans la lutte contre la menace terroriste avec Ahmed Yahya, Premier ministre algérien, etc. Reconnaître les mémoires pour laisser le passé passer. Premier pas vers un futur apaisé au mémorial du martyr, Maqam Shahid. Donc voilà, si on pouvait résumer cette visite en quelques mots, Macron qui n'a pas eu d'interlocuteur en fait, si ce n'est beaucoup d'interlocuteurs, dans un centre-ville d'Alger où on nous dit qu'on a convoqué des milliers de fonctionnaires, gendarmes, pompiers, policiers, à qui on a demandé de venir en civil, certains même en haïk, pour Franchement déballé d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, on voit qu'ils étaient fraîchement déballés, on voit qu'il y avait les traces des pliures. Alors, on a dit aussi que leur consigne à ces gens était d'entourer Macron à chaque fois
pour ne pas permettre aux jeunes de se rapprocher de lui, de lui parler. Il n'a pas empêché d'autres jeunes de crier « visa de loin ». Et j'aimerais d'abord qu'on parle de quelque chose. Quand un jeune lui a dit « Monsieur Macron, on étouffe ». Vous l'avez entendu, celle-là? Tout à fait. Il lui a dit « desserrez-vous ». Desserrez-vous. Bon, alors deux choses. Soit il parle, parce qu'avant, quand les femmes portaient le corsage qu'on laçait derrière le dos, qui était très... une femme qui étouffe, on lui dit desserrez-vous. Est-ce qu'il a voulu dire ça? Ou est-ce qu'à travers desserrez-vous, il voulait dire mais vous étouffez, alors respirez, bougez-vous, protestez, sortez dans la rue. Est-ce qu'il a... Nous allons d'abord le voir et on va discuter de tout ça. Construire. On étouffe. Hein? Mais oui, mais vous êtes où? Vous avez qu'à vous desserrer. Il faut construire. On étouffe. Hein? Mais oui, mais vous êtes où? Vous avez qu'à vous desserrer. On étouffe, vous n'avez qu'à vous desserrer. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Non, mais justement, vous faites bien de préciser cela. Ce que je retiens d'ailleurs de cette visite, c'est la déception d'Emmanuel Macron, hein, non avouée de cette visite-là. Attention. Mais Emmanuel Macron, typiquement, fait ce qu'on appelle de la pole-pole, c'est de la politique politicienne, où il aborde un déplacement, d'ailleurs, qui, à juste titre, au final, à la clôture, a qualifié de visite de courtoisie amicale plus que d'État, car il va reporter cette visite finalement ultérieurement au mois de février, je pense, de mémoire. Donc on est typiquement plus dans un cadre formel, étatique, protocolaire. Mais quand vous faites cette réflexion et cette remarque, effectivement, ça nous renvoie sur la perception d'Emmanuel Macron par rapport à l'Algérie actuelle. Effectivement, d'ailleurs, à juste titre, au passage, les tweets dont vous avez montré aux téléspectateurs n'évoquent à aucun moment sa tenue, ou du moins sa réunion de plus d'une heure avec le président de la République. Voyez. Nous allons y venir justement tout à l'heure pour ce qui est de l'alacrité à la Macron. Nous allons y venir. Sinon, à ce sujet, desserrez-vous de façon assez concise. Hein. Très rapidement. Oui. Cette réponse me renvoie à une réponse que le chef d'État Bouteflika avait donnée à une femme, à une mère de famille disparue, qui lui disait « Où est mon fils ?» Il lui avait répondu « Il n'est pas dans ma poche. » Oui. Taisez-vous, asseyez-vous. Taisez-vous, il n'est pas dans ma poche. Samir? Je pense que c'est Macron, il est dans la com, en fait. Je pense qu'il gère même les affaires françaises de cette manière, c'est-à-dire tout est dans la com, les vraies décisions se prennent sans être discutées avec la population comme ça devrait l'être en démocratie. Il applique la même règle quand il va en Afrique. On l'a vu, la visite en Algérie. Regardez les haïks, là, on les voit, ils sont pliés, hein, ils sortent de l'emballage, hein, on voit bien. Les femmes algéroises ne portent pas de haïk non repassés. Ben ouais. En fait, il est passé par Alger après avoir fait une petite tournée en Afrique. C'est une halte. Voilà, Burkina Faso, Ghana, il me semble. Et donc voilà. Et puis, pour ce genre d'anecdote, en fait, c'est un style qu'il veut se donner, mais on est dans le marketing pur et dur, en fait. Il donne une image, il veut être ce jeune président qui veut parler à tout le monde, qui est capable d'aller à la discussion. Il a fait ça en France, hein. Il gère ça parce que ses communicants lui disent que c'est bien, en fait. On va créer toute une ambiance autour du personnage. Ce qui a fait sa force, d'ailleurs, attention. Ce qui lui a permis d'émerger face à... Je ne sais pas s'il a une force, à mon avis, mais c'est encore un autre débat. De façade, non, voilà, c'est un autre c'est débat. encore un autre débat, voilà. Il a été élu avec 24% de l'électorat. Il ne le dit pas d'une manière anodine. Il le fait parce qu'il y a un calcul derrière. Vous n'avez qu'à vous desserrer. On a vu sa rencontre avec les jeunes étudiants au Burkina. Ça a donné une cohue, mais grave. Excuse-moi, toute sa visite est théâtrale. Celui qui a crié « on étouffe ». Mais dans la simplicité, hein. C'est un excellent communicant. Celui qui a dit « on étouffe », ça a été déjà préparé pour qu'il le dise. Celui qui lui a parlé des visas, ça a été déjà lui préparé pour qu'il lui dise. L'étudiant de surcroît de banlieue lyonnaise qui lui a raconté son parcours comme un parcours de réussite après avoir essuyé plusieurs échecs, ça a été déjà préparé. C'est théâtral ce qu'il a été fait. Mais Saïd, comment expliquez-vous, j'allais dire, d'abord cette absence d'interlocuteur? Il n'y avait quasiment personne. Et puis ces bourdes. On nous parle des gens qui étaient dans la délégation, qui nous ont confié quand ils sont revenus d'Alger, qu'on a rencontrés.
ils ne nous ont pas parlé franchement, bien sûr, mais ils étaient sidérés par l'état de nullité des gens qu'ils ont rencontrés. Ils ont dit, on savait qu'il y avait des problèmes, que ce régime est une médiocratie, mais nous ne pensions jamais que c'était à ce point-là. C'est complètement, mais alors au-dessous de tout. Ils n'ont pas compris qu'un pays comme l'Algérie puisse être gouverné par de tels nullards. Et d'un côté, je rapporte ce qu'on m'a confié. Hein. De l'autre côté, qui vraiment interpelle, c'est cette attitude de Macron qui a longtemps refusé de suivre l'alacrité de François Hollande, qui ne disait même pas « nous avons parlé, M. Bouteflika et moi », et puis d'un seul coup maintenant qui reconnaît avoir discuté, et qui plus que ça envoie M. Le Drian faire une déclaration que nous allons écouter, et qui est à peu près aussi forte que l'histoire de l'alacrité. Écoutez. Que notre président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, se porte bien et que Dieu lui prête longue vie et bonne santé. Certes, notre président n'a plus tout le dynamisme que vous lui avez connu lorsque vous l'avez rencontré en 2000 et en 2004 ici en France. Cependant, et contrairement à toutes les rumeurs et toutes les propagandes véhiculées par certains, à partir de l'Algérie ou à partir de l'étranger, notre président dirige bien le pays dans tous les domaines et il n'y a ni cabinet noir ni pouvoir occulte à Alger. Ministre, dans quel état physique et intellectuel se trouve aujourd'hui le président algérien Bouteflika? Il est le président de la République. Le président Macron l'a rencontré, il a pu échanger longuement avec lui sur l'ensemble des questions de la relation bilatérale entre l'Algérie et la France, mais aussi sur la situation du monde. C'était un échange qui était donc utile. Il est apte à la charge. Il a parlé avec le président Macron de manière longue et ça a permis d'avoir un échange approfondi sur l'ensemble de nos relations. Donc physiquement, intellectuellement? Intellectuellement, il est parfaitement en forme. Et physiquement, c'est peut-être plus compliqué. Il est plus fatigué, mais bon, ça peut arriver à un certain âge. Alors, il a parlé avec Macron de manière longue, ils ont longtemps échangé sur des sujets très complexes, il est parfaitement, intellectuellement, parfaitement au point. La question qui vient tout de suite à l'esprit, pourquoi M. Bouteflika, qui s'est parlé longuement pendant 2h30 avec Hollande et longuement avec Macron de sujets comme... Pourquoi ne parle-t-il pas aux Algériens? Non, mais ce qui est le plus flagrant et condamnable, c'est qu'à chaque fois, on a ces fameux rapports de santé ou de la situation du président à l'étranger. Il délivre des rapports de bonne santé. C'est vraiment de l'indifférence et du mépris envers le peuple. On aurait bien voulu, en fait, une communication de presse, une conférence de presse officielle pour donner l'état de santé du président, de notre président, soi-disant. Non, mais pourquoi, M. Bouteflika, puisqu'il parle à Macron, pourquoi ne vient-il pas nous parler? C'est la fameuse question dont je vous ai parlé d'ailleurs la dernière fois. On ne veut pas aller plus loin. Absolument. À partir du moment qu'il parle de sujets complexes et très longuement et avec une grande alacrité, pourquoi il ne le fait pas avec les Algériens depuis 5 ans? Je pense que ce qu'il faut comprendre aussi par rapport à Le Drian et sa fameuse déclaration, elle vient à un point nommé aussi et elle n'est pas anodine parce que Le Drian, Jean-Yves Le Drian, faut-il le rappeler, est actuellement ministre des Affaires étrangères français, mais par le passé aussi ministre de la Défense. Il est très impliqué dans l'affaire dite du Sahel, ou la lutte antiterroriste du Sahel. Donc très impliqué à travers l'opération Barkhane. Mais ce n'est pas une question de Le Drian. Non, Le Drian ne peut pas parler de son propre chef, ni par rapport à sa propre mentalité, ni par rapport à ses propres préoccupations et visions. Pourquoi, en fait, il parle au nom de la France, donc de Macron. Non, oui et non, parce que c'est par procuration. Macron aurait pu d'ailleurs le faire. Il n'a pas voulu se mouiller comme Hollande. Aurait pu, à minima, faire un tweet avec ces images en compagnie du président Bouteflika. Non. C'est vrai que dans le tweet de Macron, on a vu de tout, sauf sa rencontre avec Bouteflika. Ils n'en parlent pas du tout. C'est exactement là où je veux en venir. Et donc je pense qu'il y a une sémantique, un message subliminal à comprendre là-dessus. Donc par procuration, effectivement, Le Drian aussi pour des fins stratégiques. Quand je vous parlais tout à l'heure impliqué dans l'opération Barkhane et la lutte antiterroriste, et notamment le G5 Sahel, c'est dire. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans une dynamique, bien sûr, de caresser le gouvernement dans le sens du poil pour cette fameuse coopération accrue sur le Sahel, qui ne va plus de l'ordre de la participation pécuniaire financière, rappelons-le, plus 100 millions de dollars, quand vous voyez que l'Union européenne a promis
a promis 50 millions sans échéancier en face, et que les États-Unis, de mémoire, avaient donné 60 millions de dollars. Donc, ils veulent une implication autre, c'est-à-dire opérationnelle, militaire, stratégique et tactique. Chose que l'Algérie, bien évidemment, sur ce chapitre-là, prône ce qu'on a dans l'ADN de la diplomatie, officiellement, bien évidemment. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de déception tout à l'heure, parce que, rappelons-le aussi à nos téléspectateurs, que sur d'autres aspects économiques et donc sécuritaires dont je viens d'évoquer, et politiques, économiques par exemple, je tiens à rappeler que dans l'interview de Macron à TSA, là aussi, ce n'est pas un hasard, c'est TSA qui subit une censure en Algérie. Donc il y a aussi un message peut-être à traduire, un subliminal aussi à traduire dedans, et où il parlait de critiques. Il a évoqué des critiques envers le cadre d'investissement algérien, pour lequel l'État français aujourd'hui, les sociétés françaises ne peuvent pas s'aventurer. Donc ça aussi, c'est peut-être aussi une part de responsabilité dans laquelle il le dit ouvertement. Sur le chapitre politique, comme je le disais tout à l'heure en introduction, il a évoqué la réorganisation, la replanification d'une visite d'État ultérieurement. C'est-à-dire c'est-à-dire une vraie visite d'État et pas une visite d'amitié, de travail. Absolument. Saïd, Samir. Je pense que les déclarations qu'on a vues, comme tu viens de le dire, elles ne sont pas dues au hasard. Bien sûr qu'à ce niveau-là, on ne fait pas de la diplomatie au coup comme ça par hasard ou selon les humeurs et tout ça. Bien sûr que tout est calculé. Il y a aussi une répartition des rôles, etc. C'est classique, j'allais dire. Et à mon avis, la chose classique qu'on vient de voir, elle nous donne une idée de la relation qu'il y a entre les dirigeants français et les dirigeants algériens. Je pense que là aussi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On connaît la relation France-Algérie, on connaît la relation France-Afrique, en fait, et elle n'a pas changé, en fait. Et je pense qu'avec quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui n'a rien de différent avec ses prédécesseurs, à ce détail près que, à mon avis, il va assumer beaucoup plus publiquement les choses et tout que, par exemple, Hollande, qui est connu pour être quelqu'un, il gère sous la table, mais quand il fait des déclarations, en fait, il est capable de déclarer la chose et faire exactement son inverse et tout. Macron, très probablement, il va dire ce qu'il va faire. Ça ne nous arrange absolument pas parce qu'ils ne font que confirmer cette relation malsaine qui s'appelle la France-Algérie, qui s'appelle la France-Afrique. Mais voilà. Justement, Samir, pourquoi un Macron qui est jeune, qu'on crédite de toute la bonne foi possible et imaginable, qui veut le bien de son peuple, pourquoi s'acharne-t-il, il s'obstine-t-il à nouer, à renforcer des liens avec un régime finissant qui est en train de mener le pays droit au mur, tout le monde le sait. Ses propres services sont en train de lui faire des rapports désastreux sur la situation. Et malgré ça, ils sont encore en train de soutenir ce régime, de le protéger, de mentir pour lui, de nous donner des certificats de santé qui sont totalement... Et ils vont faire parce que c'est des gens qui n'apprennent aucune leçon de ce qui se passe, en fait, parce qu'ils sont sans conscience. Ces gens n'ont pas de conscience. Désolé de le dire comme ça avec mes mots, je ne suis pas ici pour faire de la diplomatie. Et ces gens sont sans conscience. Ils ont fait ça avec les régimes qu'on a vus s'écrouler dans la région. Ils les ont soutenus jusqu'au dernier moment. Ils soutiennent les dictatures parce que, du point de vue de ces gens qui n'ont que leurs intérêts, et encore, ce n'est même pas les intérêts des peuples, c'est les intérêts des grands groupes. Ils n'ont que ça comme norme, en fait. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont soutenir les Moubarak jusqu'à la fin, ils vont soutenir les Ben Ali jusqu'à la fin, et j'en passe des meilleurs. Parce que, voilà, ils ne tirent pas de leçons, ils vont attendre que le régime algérien s'écroule. Ensuite, cas extrême, ils interviendront militairement comme ils l'ont fait dans la région pour d'autres pays. Sinon, ils vont intervenir d'une autre manière pour contrôler. En fait, ces gens, ils ont peur des peuples, en fait. Les régimes en place sont leurs alliés. Par contre, les peuples peuvent représenter un danger pour leurs intérêts. Voilà. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt toute cette visite, même si elle était théâtrale et je ne me faisais aucun doute sur à la fois les résultats économiques, sachant que la France vient en Algérie, elle prend. Elle n'a même pas besoin d'autorisation. Je savais pertinemment que le fait qu'elle détient le dossier médical de Bouteflika, ils peuvent à tout moment... Le dossier médical est censé être sous le secret médical.
Il est censé, du moins. De l'hôpital des Invalides et de l'hôpital militaire. Voilà, l'hôpital militaire. Je n'en dis pas plus. Quand on est une personnalité publique et il y a des clauses et il y a une loi fondamentale, on doit rendre des comptes à son peuple. Moi, je ne demande pas à la France d'utiliser ce dossier pour amoindrir ma patrie, mais je demande simplement au chef de l'État d'être transparent et d'avoir une certaine éthique. Quand j'entends toutes ces déclarations, je me dis que tout ce personnel politique, il lui est temps de demander un visa à la conscience humaine. Premier élément. Deuxième élément, il est temps pour tout ce personnel politique d'arrêter de galvauder des mots. De surcroît, on nous parle sans tabou. De surcroît, on nous parle d'une façon décomplexée. Mais j'ai appris cette fois-ci que quand on nous dit que c'est son tabou, c'est là qu'il y a beaucoup de tabous. Et quand on nous dit d'une façon décomplexée, il y a toutes les complexifications de la planète. Dans quel sens? Dans le sens où on sait aujourd'hui que de par la sociologie de la France-Algérie, il y a des relations qui sont nouées, qui sont de l'ordre de derrière le rideau, c'est-à-dire le khafa, on ne les voit pas. Et ils travaillent les intérêts de ces gens-là. Et tout ce qu'on entend n'a aucun sens. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, effectivement, moi je l'avais dit, que ce qui les intéresse aujourd'hui, après avoir créé tout ce qu'ils ont créé, détruit la Libye, ils veulent impliquer dans d'autres pays d'une façon militaire. Et d'ailleurs, on a bien vu une autre déclaration, mais qui est corrélée à une autre du chef du gouvernement, qui vient d'avouer, de par sa déclaration, l'existence, parce qu'il avait dit sa phrase. Il n'y a pas de cabine noire, il n'y a pas de pouvoir occulte. Exactement. Cette phrase, en diplomatie, ça veut dire c'est une affirmation. Il y a un cabinet noir, il y a un pouvoir occulte. C'est une affirmation, dénonciation. Voilà. Dans la diplomatie. Parce qu'on ne va pas chez les gens leur dire il n'y a pas d'extraterrestres chez nous. Exactement. Ça, c'est une négation. Affirmation, c'est une négation, dénonciation. Il dit c'est pour un certain nombre de sujets. Vous ne pouvez pas traiter avec moi. Moi, je suis là, je danse à toutes les musiques. Vous n'avez qu'à traiter avec ceux qui sont dans le cabinet noir et Ilmoul Khafa. Merci Saïd Aknin, merci Samir Bellatesh, merci Badis Khnissa. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, bislama.